À l'heure des infos sur Métropole, bonsoir à toutes et à tous. Toujours un plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous d'actualité. Au sommaire, la situation sécuritaire reste préoccupante de la capitale haïtienne, où les affrontements entre les forces de l'ordre et les gangs se multiplient. Ce jeudi, plusieurs personnes ont été blessées par balles perdues lors d'échanges de tirs à Delma. Environ un mois après sa prise de fonction, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a tenu un point de presse pour présenter des mesures de soutien destinées aux entreprises touchées par les violences. Il a également annoncé une augmentation des montants des cartes de débit allouées aux policiers engagés dans la lutte contre les gangs armés. Également au titre de ce jeudi, contrairement à ce qu'avait annoncé le gouvernement haïtien, les vols américains vers l'aéroport international Toussaint Louverture ne reprendront pas cette semaine. L'Agence fédérale américaine de l'aviation civile prolonge son interdiction jusqu'au 12 mars 2025. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. On démarre ce journal par la situation sécuritaire. Les affrontements entre les forces de l'ordre et les bandits se sont poursuivis ce jeudi à Delma. Cette semaine, les gangs ont mené une offensive à Delma 19, transformant ce quartier en champ de bataille entre les malfrats et les policiers. Des tirs d'armes automatiques de gros calibre ont résonné dans plusieurs quartiers de Delma. D'après les informations disponibles, des blessés par balles ont été recensés, notamment à Delma 32. Cependant, aucun bilan officiel des affrontements n'a encore été communiqué. Concernant l'implication de la mission multinationale dans le rétablissement de la sécurité dans le pays, le porte-parole de la mission multinationale d'appui à la sécurité, le commissaire Jack Ombaka, confirme que des opérations sérieuses contre les gangs vont bientôt débuter. Invité ce jeudi à la rubrique Le Point, il s'est dit conscient des attentes des Haïtiens en matière de sécurité. Toutefois, il a évoqué le faible effectif de la mission sur le terrain pour expliquer les résultats limités obtenus jusqu'à présent. Suivez un extrait de son intervention. Selon le programme du MSS, il y avait 4 phases. Le premier phase, c'est déploiement. Le deuxième phase, c'est le commencement des opérations décisives. La troisième phase, c'est la phase de stabilisation. Et puis la dernière phase, ce sera la phase de transition. Donc, pendant la phase des opérations décisives, c'est maintenant combattre, démanteler les gangs, les chasser là où ils se cachent, dans les quartiers, là où ils se trouvent. Et les gang leaders, chasser les gang leaders pour qu'on puisse les arrêter. Donc, c'est la phase des opérations décisives. Quand nous sommes arrivés ici en Haïti au mois de juin, vers la fin, c'était pour nous de rester à la base en attendant le déploiement des autres personnels. Mais quand nous sommes arrivés ici, les Haïtiens nous ont bien reçus à l'aéroport. Et nous avons constaté comment la situation sécuritaire était ici. Donc, au lieu de rester en attendant les autres personnels, nous avons décidé de travailler avec le piénage et supporter le piénage pour qu'on puisse quand même démanteler les gangs. Selon le programme, comment on a programmé la mission MSS, à la fin du 5 mois, il devrait y avoir au moins 2500 policiers sur le terrain. Malheureusement, nous sommes seulement 400 sur le terrain. Donc avec 400, on ne peut pas quand même combattre les gangs comme un groupe de la mission de 2500 personnes. Donc, nous faisons ce que nous pouvons faire avec le piénage. Kenya allait envoyer 1000 policiers kenyans. Ils ont déjà formé, ils sont prêts maintenant à venir ici en Haïti et dans quelques semaines, ils vont arriver ici en Haïti. Ce sont les Kenyans. Donc les 620, les six policiers, ils vont arriver dans quelques semaines. Okay. Je ne peux pas qualifier quand, mais dans quelques semaines. Pour les autres pays
qui devraient déployer leurs policiers. Je sais que les Guatémalens vont arriver. Je sais que le Bahamas, ils vont ajouter leurs policiers ici. Je sais que, comment dirais-je, les Jamaïcains, lui aussi, ils vont ajouter les policiers ici. Donc, à la fin, vers la fin du mois de décembre, nous allons avoir une augmentation des policiers. Considérable? Bon, disons environ, si tout va bien, peut-être 1000. El Salvador, il va nous donner les avions, les hélicoptères pour le Guatemala, même chose, qu'on puisse employer ici sur le terrain. Vous êtes en train de nous dire que ça va être quelque chose de grandiose, de gigantesque, je dirais. Voilà, parce que c'est nécessaire pour insérer les policiers sur le terrain, parce qu'ici on a constaté que les gangs bloquent toujours des routes. Donc pour y arriver au cas de massacre, au cas d'une attaque, pour arriver sur le terrain, tu trouves que la route est déjà bloquée. Donc, ça sera mieux d'utiliser les hélicoptères et aussi pour les évacuations. Parce qu'ici, les gangs se trouvent parmi la population. Ils ne sont pas vraiment très isolés. Et oui, ils sont parmi la population. Donc, il faut quand même marcher un peu lentement. Oui, sinon, on allait tuer beaucoup du civil, vous voyez, les civiliens, oui. Nous sommes venus ici pour supporter le piénage. Donc, chaque jour que nous sommes à l'extérieur, là, nous sommes toujours accompagnés par la piénage. Nous faisons les opérations conjointes avec les piénages. Donc, pour cela, comme ça, les piénages nous dirigent comment réagir sur le terrain. Oui, et puis quelquefois, ce sont les policiers haïtiens, le piénage, qui dirigent les opérations. Donc comme ça, nous ne pouvons pas tuer n'importe qui. Autre dossier, lors du Conseil des ministres du mercredi 11 décembre, une liste de nouveaux ambassadeurs a été approuvée. Cependant, l'arrêté officialisant ces nominations ne sera pas publié cette semaine. Les personnalités désignées doivent d'abord recevoir l'agrément des pays où elles seront accréditées, selon une source proche du CPT. Parmi les nouvelles nominations, Lionel Delatour représentera Haïti aux États-Unis, Anthony Dessources au Canada, Leslie David en Colombie, Hubert Labbé au Mexique, Olga Médor Ducasse en Argentine, Hervé Saint-Louis au Chili, Harold Joseph au Japon, Louis Novolsi en France, Gandhi Thomas en Italie, Jean-Marie Vaval au Venezuela et Evans souffrant auprès du Saint-Siège au Vatican. D'autres nominations ont également été validées. Lila Desquiron auprès de l'UNESCO, Myrta Desulmé à l'OEA, Pierre-Éric Pierre à l'ONU, Médecin Chérubin à l'OMC et Alrich Nicolas à l'Union européenne. Pour commenter l'actualité politique de ce jeudi, nous avons l'honneur d'avoir avec nous via Zoom le leader du parti UNIR et également membre du collectif du 30 janvier, Clarence Saunois. Merci infiniment, Clarence Saunois, d'être avec nous. C'est un plaisir d'être avec vous, comme toujours, sur Metro News. C'est un plaisir, Marc-Bernard. Je vous remercie de l'invitation. Depuis quelque temps déjà, il y a un dossier qui retient l'actualité. C'est le dossier où 3 conseillers présidents sont inculpés justement dans ce dossier de corruption. Et sans grande surprise, les conseillers présidents ne se sont pas présentés devant le juge instructeur Benjamin Félix-May qui est en charge de cette enquête. Quelle est votre position par rapport à ce dossier, Clarence Saunois? Vous savez, c'est un dossier qu'on peut considérer dans ces 3 aspects. Et comme vous avez dit, c'est un dossier qui refuse de mourir. Parce que c'est un dossier très lourd pour la République, très lourd pour les personnes aussi qui portent ce dossier, dont les responsabilités incombent à ces personnes-là. Et parce qu'il y a 3 aspects extrêmement importants. Il y a un aspect juridique, vous l'avez dit, ces messieurs qui sont inculpés maintenant, c'est plus indexé, mais inculpés par un juge d'instruction, devraient se présenter devant le juge, mais ils se drapent de la couverture de l'immunité présidentielle pour ne pas y aller.
C'est un aspect de la justice qu'il faut résoudre, parce que les avocats se battent autour de ce dossier, mais la justice a son mot à dire forcément. Mais il y a aussi deux aspects, à mon avis, extrêmement importants qui sont liés. C'est un aspect éthique et c'est un aspect moral. Éthique parce qu'un conseiller présidentiel, celui qui se présente comme le président de la République et qui jouit des privilèges du président de la République, doit avoir un comportement éthique et donc ne pas se mettre dans une situation pareille. C'est ce qui est arrivé à ces trois membres du conseil présidentiel, en l'occurrence Gilles, Smith-Augustin, Gérald Gilles, Smith-Augustin et Vertillaire. Ils n'auraient pas dû se retrouver dans une situation pareille. Maintenant aussi, il y a un aspect moral de la question dont il faut tenir compte, c'est que moralement, comment peut-on accepter que ces trois personnes, indexées dans un premier temps, soupçonnées, inculpées aujourd'hui et refusant de se plier à la justice, puissent continuer à servir la République à ce niveau élevé, au niveau d'un conseil présidentiel, et prétendent préparer des élections qui vont être acceptées. Donc il y a trois problèmes à résoudre à la fois, un problème moral, un problème éthique, et aussi un problème politique qui va être majeur si ces trois personnes devraient continuer à demeurer au sein du conseil présidentiel. Alors, selon certains observateurs, si les conseillers ne se sont pas présentés, tel que c'est le cas aujourd'hui, des mandats d'amener pourraient être émis à leur encontre. Est-ce que vous voyez un tel scénario possible? On devrait pouvoir se passer de ce scandale, vous savez, parce que les conseillers auraient mieux fait de se présenter à la justice comme ils l'avaient fait à l'ILCC s'ils sont certains de leur impunité, enfin pas impunité, de leur innocence, je veux dire. Ils devraient se présenter devant la justice car en matière de corruption, la loi fait injonction à la personne qui est accusée de faire la preuve de son innocence. Donc, ils devraient se présenter pour se disculper, pour dire, voyez, il n'y a rien de sérieux dans ce dossier. Mais tant qu'ils refusent de le faire, ils accumulent contre eux les soupçons, ils accumulent contre eux aussi des ressentiments de la population qui se dit, écoutez, mais pourquoi ils se cachent à la justice, pourquoi ils boudent la justice et ils n'arrivent pas à se blanchir devant la justice. Donc, c'est un problème qui est très sérieux. Je pense qu'on doit avoir une décision imminente qui doit être prise concernant ce dossier. Elle sera, cette décision, celle de la justice peut-être. Elle sera aussi celle des personnes concernées qui accepteront de se retirer du Conseil parce qu'ils doivent se rendre compte à un certain moment qu'ils handicapent tout le fonctionnement de l'État et ils vont provoquer une crise dans la crise. Et aussi, une décision qui doit être prise par les autres membres du Conseil présidentiel, entre guillemets, encore sains, qui doivent se dire ça a trop duré, il faut qu'il y ait une décision administrative à être prise. Et ça, nous, au niveau de UNIR, mais aussi du collectif des partis politiques, il y a longtemps de cela, nous avons introduit cette proposition auprès du Conseil présidentiel pour leur demander de prendre des décisions conservatoires en attendant de trouver une décision de la justice. Je crois que cette affaire a trop duré. Ceci constitue aujourd'hui un handicap au pied du Conseil et qui empêche à ce Conseil de travailler comme ça doit. Donc, il faut agir au plus vite. Vous l'aviez dit, c'est un dossier qui a trop duré, mais en parallèle, nous savons que notre dossier qui est constamment de l'actualité, c'est la question sécuritaire. Et de plus en plus d'habitants sont chassés chez eux. Comment, selon vous, on pourrait trouver une issue aujourd'hui à cette crise sécuritaire qui a trop duré, Clarence Saunois? Difficile de trouver une solution qui satisfasse tout le monde et qui soit rapide. Parce que là encore, c'est un problème auquel le pays fait face depuis 3 années et qui empire de jour en jour. Donc, comment résoudre le problème d'un coup? Ça va être très difficile. Il va falloir faire des sacrifices, c'est-à-dire faire beaucoup de victimes. Il y aura probablement des victimes collatérales, des victimes innocentes, mais il faudra que la police, à un certain moment, puisse agir. La police nationale, la police kenyane qui travaille de concert avec la police nationale, aussi avec les forces armées d'Haïti. Parce que c'est important. Pourquoi? C'est important pour faire reprendre la vie économique d'un pays, pour faire reprendre la vie académique, faire retourner les gens dans leur quartier pour vivre, parce que les gens ne peuvent pas continuer à vivre sur les tentes, dans les abris. Mais aussi, il y a la sécurité à garantir pour préparer les élections, pour sortir de la crise politique dans laquelle nous sommes. Donc, il y a une urgence. Et je vois difficilement comment, en 12 mois, parce que c'est un travail herculéen, en 12 mois, comment on va pouvoir faire tout ça. Il y a la crise sécuritaire, il y a aussi la crise humanitaire,
la crise sanitaire, la crise économique et la crise politique. On est déjà dans la crise politique, mais une autre crise politique à venir, parce qu'aujourd'hui, le Conseil présidentiel de transition n'a pas la confiance de la population pour sa sécurité, et il n'a pas la confiance non plus des secteurs politiques pour organiser des élections. Il y a une constitution à revoir, il y a une conférence nationale à organiser, il y a un référendum à faire. Vous voyez, en 12 mois, est-ce qu'on peut faire tout ça pour le 7 février 2026 pour mettre le pouvoir à quelqu'un? Donc, il va falloir trouver des mesures rapides à prendre pour débloquer l'appareil d'État qui est bloqué avec les 3 conseillers, mais aussi mettre les bouchées doubles pour accomplir les tâches qu'il faut en passant par la sécurité pour pouvoir respecter cette échéance qui doit être respectée. Parce que sinon, on va prolonger une transition qui sera donc, cela voudra dire, prolonger la misère, prolonger la souffrance de la population haïtienne. Et dernier point qu'on aborde donc dans cette interview, c'est justement l'organisation des élections dont vous aviez évoqué. Nous savons que le CPT est désormais au grand complet, malgré des voix, notamment du secteur des droits humains, s'élèvent pour contester le choix de Mme Magali Georges. Et parallèlement, le CEP qui a fait une évaluation des infrastructures électorales dans les différents départements du pays, notamment dans le nord, le nord-est, le centre et l'Artibonite. Parler des élections aujourd'hui, préparer des élections aujourd'hui, est-ce réaliste compte tenu de la situation? C'est un vrai dilemme, cette question et cette réalité aussi dans laquelle le pays se trouve. Il est important de remettre le pays sur les rails de la démocratie. Haïti doit refaire son appareil politique, c'est-à-dire retourner à la démocratie. C'est un défi pour le pays, d'entrer dans la modernité politique, de retourner dans cette modernité politique, dans l'expérience de cette modernité politique. Mais à la fois, on doit se poser des questions par rapport à ces réalités que nous venons d'évoquer. Une courte échéance, des tâches énormes à accomplir, et la confiance surtout qu'il n'y a pas aux dirigeants. Donc, c'est un travail à faire et qui demande beaucoup de courage. Je crois que les élections sont incontournables. Il faut donner au peuple le droit de désigner ses dirigeants. Et c'est le peuple qui est le moteur de la démocratie, le moteur du progrès aussi. Donc, il faut, d'une façon ou d'une autre, arriver à cette phase-là pour permettre à la population haïtienne de faire un choix éclairé. Car il ne s'agira pas de faire un choix électoral pour faire un choix électoral, c'est-à-dire, comme on dit dans notre langage créole, fongouri vidé, ou élection, capable de dire, mais faisons une élection sérieuse, parce que sinon, nous allons retomber dans d'autres crises électorales et politiques encore, alors que ce pays a besoin, a soif, a une nécessité. Ce pays meurt de la stabilité. Nous avons besoin de la stabilité, car seule la stabilité peut nous permettre de faire venir des investisseurs dans le pays, peut nous permettre de régler des problèmes qui sont là depuis tellement longtemps et que nous n'avons pas pu régler à cause des désordres politiques dans le pays. Aujourd'hui, il est temps qu'on en finisse, il est temps qu'on trouve la formule idoine qui puisse nous permettre d'organiser des élections sérieuses, non contestées, pour retourner dans un système démocratique qui puisse nous garantir les pas vers le progrès et le développement. Il est donc temps d'en finir avec cette crise. Merci infiniment à vous, Clarence Renaud, d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Merci. Voilà donc l'analyse du leader du parti UNIR, Clarence Renaud. Il était l'invité de Métronews ce soir. Avec lui, on parlait politique, sécurité. Merci de votre fidélité à Métronews. Un mois après son entrée en fonction, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé s'est exprimé devant la presse. Évitant toute déclaration politique, il a annoncé des progrès dans les conditions de traitement des policiers en cette période de crise. La carte de débit des agents de la PNH sera doublée ce mois-ci, a révélé le Premier ministre. Cette mesure a été prise en signe de reconnaissance pour le travail des forces de l'ordre dans la lutte contre les bandits sur le terrain, a précisé le chef du gouvernement. En outre, un accompagnement est prévu pour les entreprises, notamment celles affectées par la vague de violence imposée par les groupes armés. Les propos du Premier ministre dans le cadre d'un point de presse organisé à sa résidence officielle. Je voulais que nous clairs et que toute population connaisse. Dans 4 coins pays, quand à l'étranger, que le gouvernement et primature prennent question sécurité au sérieux.
Si nous ne pouvons pas de sécurité, nous ne pouvons pas qui gens population ça va rejoindre sens de la ville. Mais fait yo bral rive là, bandits continuent à faire la terreur, continuent à bailler population chagrin, à mettre de l'eau dans le maman par papetine. Moi clair. Pas gen un monde sur la terre et surtout peuple haïtien qui mérite vivre dans conditions ça. Côté tous les jours le paix. Les lever le matin, la sorti, ça gen chance gon petit job yo dans moment difficile ça, li pas contre si la rentrée. Bataille gouvernement, c'est là que lié pour nous garantir sécurité tout le monde. Pour nous garantir sécurité, il y a un renforcement que nous travaillons. Moi, je dis nous que nous commençons le travail, femme, pour nous connaître tout ça la police besoin, tout ça l'armée besoin, pour nous bailler accompagnement technique, accompagnement financier. Mais les gens qui plus besoin d'accompagnement aujourd'hui, je vais clair avec nous. C'est les héros nationaux. Les gens qui lèvent chaque matin, qui gourmet pour moi avec nous, pour que nous cachita là aujourd'hui à nous parler. Et ça m'a parlé de eux, c'est la police nationale là. En tant que chef CSPN, je prends une décision, je passe instruction à ministre des Finances qui là pour que les policiers ça yo, qui gourmet pour nous tous, faut qu'ils aient un petit something en plus. Policiers n'ont pas qu'à faire gros sacrifice ça pour le gouvernement pas consentir aucun sacrifice lui-même. Faut que Chocho augmente. Nous reconnaissons le travail de police là, nous apprécions. Il y a l'autre réflexion qu'a faite pour eux toujours. Mais pour le moment, c'est ça nous qu'a fait. Nous pas perdre du temps, nous faisons. Tout le monde qui fait massacre au ministre de la Justice, ou même avec des CPJ, dégagez-nous, faites bon dossier pour nous camarades moun sa au coup crabe. C'est job nous, c'est responsabilité nous. Bandits, faut que vous joignent ça au mérité. Et victimes, faut que vous joignent justice, réparation et sécurité. Une quantité d'action que le gouvernement prend. Mais j'aime toujours dire là, responsabilité sont responsabilités collectives liées. Son combat pour que nous fassions. Et dans le combat ça, il faut que le gouvernement joue le rôle. Il faut que chaque ministre joue le rôle. Il faut que la police joue le rôle. Il faut que l'armée d'Haïti joue le rôle. Mais tout, il faut que la population aide nous. Aide nous qui gens. Il faut le vigilant. Il faut la veiller tout. Il faut la garder en haut, garder en bas. Il faut la aider force de l'ordre. Pas un seul monde ou un seul regroupement qui peut résoudre le problème pays ça. Mais moi crois dans tout fond comme dans tout nom que si nous tous mettons tête ensemble, Haïti que nous voulons, Haïti que nous connaissons, côté moun ka marcher les voulons, que moun ka régler affaire sans qu'elle saute, n'a besoin. En éducation, les lauréats nationaux des examens d'État de l'année académique 2023-2024 ont été honorés par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ce jeudi. L'occasion pour le ministre de l'Éducation et le Premier ministre de témoigner de la volonté du gouvernement d'investir davantage dans l'éducation, l'un des vecteurs clés pour le relèvement du pays. L'État prendra des mesures pour favoriser le fonctionnement normal des établissements scolaires affectés par l'insécurité, précise le Premier ministre. Suivez ce reportage de Réti Fortuné et de Thierry Torchon. Si vous applaudissez encore, Billy. Vivre dans l'Artibonite et faire face à la violence des gangs, un exercice difficile réussi par Billy Wouderbens Élisée Joseph. Ce jeune lauréat national aux examens de fin d'études secondaires lors de la dernière année académique a été récompensé. En marge de cette cérémonie de remise des prix, il revient sur son parcours difficile. Durant cette année académique, c'était vraiment ardu à cause du fait que la situation pays nous vraiment compliquée. Mais bon, grâce à Dieu, premièrement, nous sommes capables de compter sur la famille, nous sommes capables de compter sur les amis, spécialement érudits pour moi, qui c'est promotion que nous sommes là-dedans. Sincèrement, moi, je suis une aide. Entouragement, je suis vraiment qu'à compter sur son entouragement. Ça qui était une motivation en plus pour me dériver faire grand exploit ça. 2 artiboniciens font partie des lauréats de ces épreuves. Un exemple de résilience qui témoigne de l'importance de poursuivre l'éducation en toutes circonstances.
Une idée soulevée par le ministre de l'Éducation nationale dans son discours, Antoine Augustin. Les membres du Conseil présidentiel et du gouvernement continueront à nous accompagner dans la définition des priorités du gouvernement et de l'État. Et je suis convaincu que l'éducation en est une. Hors de cet appui, de cet accompagnement, le secteur éducatif ne peut que se renforcer pour le bien-être et le progrès de la jeunesse haïtienne. Des thèmes repris par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, qui estime nécessaire que le gouvernement accorde plus d'importance à l'éducation et aux jeunes, catégorie sur laquelle il faut compter pour le redressement du pays, explique-t-il. Nous évoluons dans un contexte où le pays traverse une crise multidimensionnelle et multiforme. On connaît assez les difficultés, les contraintes, les insuffisances qui ponctuent et rythment la vie et le fonctionnement de nos écoles. Nos enseignants peinent à surmonter des barrières et obstacles de toutes sortes, inhérents à des structures dépassées et des ressources insuffisantes. Il s'agit pourtant d'un chantier urgent, prioritaire pour le relèvement national. Si le gouvernement dit souhaiter mettre l'accent sur la jeunesse comme acteur important du renouveau du pays, cet engagement ne se traduit pas pour l'instant dans la part attribuée à ce secteur dans le budget national. Leur précarité et cet environnement hostile ne cessent de leur faire voir leur avenir loin du pays. Autre nouvelle, la FAA a prolongé de 3 mois l'interdiction des vols civils américains dans l'espace aérien de Port-au-Prince en raison des risques liés à la violence des gangs armés. Cette décision fait suite à des tirs visant 3 avions le mois dernier, entraînant initialement une interdiction totale. Depuis, le survol de certaines zones à moins de 10 000 pieds reste interdit jusqu'au 12 mars 2025. Alors qu'Haïti, plongé dans une crise sécuritaire, voit son aéroport principal paralysé. Soulignons que le gouvernement haïtien avait déclaré la veille que l'espace aérien était désormais ouvert à accueillir les vols commerciaux en provenance des États-Unis, suite à un accord trouvé avec l'agence américaine chargée de l'aviation civile. Nous refermons la page nationale de Métro News en culture. Plus de 130 artisans présenteront leurs œuvres au public les samedis 14 et dimanche 15 décembre à l'Hôtel Caribé pour célébrer la 18e édition d'Artisanat en Fête, annoncent les organisateurs, le Nouvelliste et l'Institut de recherche et de promotion de l'art haïtien. Cet événement, organisé dans un contexte difficile, marqué par la quasi-paralysie des activités économiques du pays, mettra en lumière les créations des artisans haïtiens qui, malgré la situation, continuent de lutter pour survivre. Les explications de Franz Duval, éditeur en chef du Nouvelliste. Artisanat en fait qui sont forts, qui réunissent des artisans qui sont dans plusieurs régions dans le pays. En effet, il y a 231 artisans qui viennent présenter des œuvres dans le Caribé, dans le jardin Caribé, dans la salle Caribé, dans tout le jardin Caribé, dans toute la salle Caribé. Et 230 artisans qui viennent de 9h du matin à 4h de l'après-midi, samedi 14 et dimanche 15 dans le Caribé. Entrée à ces 1000 gouttes liées, comme souvent en activité le Nouvelliste, on paye 1000 gouttes pour entrer, on va acheter un ticket, il y a pour remettre 1000 gouttes là sous forme de coupon pour acheter dans mes artisans. Parce que l'objectif activité c'est faire ou participer et surtout c'est faire tourner la carrière avec un souvenir. Non seulement il y a pour mettre au bois, mais souvenir avec Timoun jusqu'à Timoun qui a 12 ans, il y a entrer gratis. Parce que l'objectif là, c'est faire le plus de monde possible, ouais, travail artisan, apprécier le travail artisan, passer une bonne journée dans le Caribé et surtout pour à la fin, et les gens qui viennent et les artisans qui travaillent là sortent satisfaits. Artisanat en fait a réalisé depuis 2007, année ça c'est 18e édition et nous souhaitons le plus grand nombre, nous souhaitons tout le monde venir échanger, venir fêter avec artisan, même si le moment pays à vivre là très difficile. Faut dire que il y a des activités qui sont reportées, mais c'est des activités qu'a fait l'autre. Artisanat en fait, il fait une seule fois dans l'année et artisanat en fait, c'est la seule fois qui est dédié à l'artisanat. Son rendez-vous lié depuis 2007 pour artisans et des artisans travaillent presque toute l'année à préparer l'artisanat en fait. Autant que possible, Nouvelliste dit qu'il faut qu'il y ait un rendez-vous. C'est même gens nous fait pour Livan Folie depuis 1995.
chaque année, on fait livre en folie, parce que les gens, c'est livre en folie à Yapton, à la fois pour présenter les livres et à la fois pour acheter les livres. Artisanat, c'est le même bagage là. Il y a un artisan là qui fait un an pas vendre. Pour qui ça pas vendre? Pas de touristes dans le pays, pas d'étrangers qui viennent dans le pays, qu'on y a même diaspora pas venir puis pas d'avion. Ça fait 2 fois un avion. Mais si reste monde qui rete, monde qui là toujours, à la fois faut permettre yo ka venir passer une bonne journée dans Caribé et faut permettre artisans tout gain espoir font vente pendant la période Noël là. Ce journal touche à sa fin. Avant de partir, voici le rappel des principaux titres à la une de ce soir. La situation sécuritaire reste préoccupante dans la capitale haïtienne, où les affrontements entre les forces de l'ordre et les gangs se multiplient. Ce jeudi, plusieurs personnes ont été blessées par balles perdues lors d'échanges de tirs à Delma. Environ un mois après sa prise de fonction, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a tenu une conférence de presse pour présenter des mesures de soutien destinées aux entreprises touchées par les violences. Il a également annoncé une augmentation des montants des cartes de débit allouées aux policiers engagés dans la lutte contre les gangs armés. Et puis, contrairement à ce qu'avait annoncé le gouvernement haïtien, les vols américains vers l'aéroport international Toussaint Louverture ne reprendront pas cette semaine. L'Agence fédérale américaine de l'aviation civile prolonge son interdiction jusqu'au 12 mars 2025. C'est ainsi que nous refermons notre 4e édition de Métronews pour la semaine. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe ayant rendu possible cette édition. On se retrouve demain vendredi. Entre-temps, restez sur Métropole. Bonsoir.